Alors, qui est là aujourd'hui? Je crois Isabelle, beaucoup de personnes. Vanessa, bonjour, bienvenue. Leïla, oulala, ça défile. Kevin, On a bonjour même la la- Martinique. Bonjour, bonjour de Toulouse. Bonjour Patrick, bénévole de Marseille. Bienvenue Patrick. Bonjour de la Réunion, super. Il y a Lyon, la Guadeloupe, bah dis donc. Et encore Marseille. Super, bonjour Isabelle, bienvenue. Bonjour. La Corrèze. Oh là là, j'adore, super. Il est 13h58. La webconférence est prévue pour démarrer à 14h. On va démarrer dans 2 minutes, un peu moins de 2 minutes. Bonjour et bienvenue. Bonjour de Reims, de Strasbourg. Ah, le Médoc. Metz. Ah, ben voilà, la Guadeloupe, il y a du monde, c'est sympa ça. Bonjour Dijon, bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez correctement? On fait un test son, un test vidéo. Oui, oui, super. C'est top, Est-ce que vous c'est m'entendez pour moi? nickel. Du coup, s'ils vous entendent, ils m'entendent bien? Est-ce que vous entendez Isabelle? Isabelle, je vous laisse dire quelques mots. Parfait, Isabelle, j'ai vu. Pas de son. Ah, Ah, qui n'a pas de son? Il faut il y a que je retrouve c'est passé. Charlotte. Pas de son alors. Charlotte. Et Marie-Louise, Euh, je n'entends pas non plus. Et Sandrine, mais peut-être qu'ils bloqueur. ont leur micro. Il y a un conseil, se reconnecter si on n'entend pas. Oui, merci, merci pour ces bons conseils en effet. Désactivez vos bloqueurs de pop-up et de publicité, puis rafraîchissez votre page. On va y arriver. Oui, ça va venir. Il y a toujours quelques. Allez, en attendant, il est 14h01. Ce que je vous propose, c'est de démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Isabelle, bienvenue. Merci. Bonjour Jean-Michel. Merci à tous d'être Bonjour. là. Et donc cet après-midi, nous allons parler de digital, utiliser le digital pour son business. Et je suis accompagné aujourd'hui d'Isabelle, Isabelle Dufour, donc qui sera votre animatrice pour cette webconférence. Donc merci Isabelle d'avoir accepté d'animer cette webconférence sur le digital. De rien, c'est un plaisir. Alors, on va être ensemble pour à peu près 1 heure, maximum 1 heure et demie. On va, en fonction bien évidemment des questions. Alors, la webconférence, votre animatrice Isabelle, comme d'habitude, moi je vais juste faire une petite introduction et puis ensuite je me mettrai discrètement sur le côté, mais je reste avec vous sur le chat, notamment si des participants ont quelques difficultés techniques et puis aussi pour aider à répondre à quelques questions. Aujourd'hui, utiliser le digital pour son business. Une webconférence animée par Isabelle Dufour de ID Gestion. Merci et bienvenue. Juste pour démarrer très rapidement, un petit mot sur l'ADI. Alors, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre depuis très longtemps, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Donc, nous sommes une association reconnue d'utilité publique qui existe depuis une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans à vrai dire. Et en ces 30 années d'expérience, nous avons accompagné et financé plus de 140 000
entreprise. Donc, nous avons réellement développé une expertise à l'accompagnement, à la création et développement d'entreprises. L'ADI, c'est un réseau d'agences, mais aussi chez des partenaires qui, en France métropolitaine, mais également dans les départements et communautés d'outre-mer. Donc, nous sommes présents en Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais également en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà, une présence partout en France. C'est aussi une équipe de bénévoles, à peu près 1400 bénévoles qui agissent au quotidien auprès des futurs chefs d'entreprise et des chefs d'entreprise qui ont des projets de développement, et également plus de 550 salariés. Alors, qu'est-ce que nous vous proposons à l'ADI? Des webconférences, mais également des conseils, de l'accompagnement, de la formation, des solutions de financement et des solutions d'assurance pour vous protéger et protéger votre activité. L'ADI, nous souhaitons être le partenaire de votre activité pour votre réussite. Les introductions étant faites, je laisse la main à Isabelle et je vous dis à tout à l'heure. Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, l'objet de ce webinaire est de parler du digital au cœur de son business. Et alors, je le dis en introduction, je ne suis pas une experte technique du digital et le propos de la conférence n'est pas de vous donner des détails techniques sur comment je fais mon réseau, comment je le fabrique, mais plutôt de vous aider à comprendre comment on établit sa stratégie digitale, quelles sont les questions que l'on doit se poser, que l'on fasse soi-même sa stratégie digitale ou qu'on fasse appel à un prestataire. C'est pour ça qu'on a mis le sous-titre « Vous donner les clés de compréhension des outils numériques qui aujourd'hui sont indispensables ». On ne se lance pas comme ça tout d'un coup dans le digital sans s'être posé au préalable des questions essentielles. Donc, j'ai fait une petite introduction sur quelques chiffres et entre-temps, si vous pouviez me dire, pour que je vois à peu près où est-ce que vous en êtes, qui a un site internet? Voilà, vous dites j'ai un site pour juste savoir à peu près le questionnement que vous pourriez avoir. Il y en a déjà beaucoup qui ont des sites, très bien. Ok, d'accord. Pas encore. Bon, alors on va essayer de toucher un peu tout le monde et on s'arrêtera en fonction des parties pour répondre à des questions ponctuellement. Et là, je remercie Jean-Michel de me suivre sur les questions. C'est un peu compliqué quand il y a autant de monde en face de soi. Alors, très brièvement, les enjeux du digital, je pense que vous les connaissez et la période actuelle nous fait toucher du doigt l'importance du digital. Ça a sauté à la 7e, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes plus de 4 milliards d'individus connectés à Internet, donc la moitié de la population mondiale, et je pense qu'à cette période-là, on doit être un peu plus. En ce qui concerne la France, quasiment 88% de la population est connectée à Internet, et 38 millions de Français se connectent chaque mois sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des chiffres 2019 qui seront à réactualiser, mais on voit effectivement aujourd'hui l'importance que prend le digital dans sa globalité au sein de notre vie et donc de notre entreprise. Plus précisément, on passe 58 minutes en moyenne par jour à surfer sur notre smartphone. 40% utilisent un smartphone pour se connecter aux réseaux sociaux et ce chiffre est plus près aujourd'hui de 50% que de 40%. Qui est une notion, et on y reviendra plus tard, importante à avoir en tête, puisque effectivement, sachant que la plupart de vos consommateurs risquent d'arriver par leur smartphone, c'est un point de vigilance à avoir quand on regarde Internet. On passe 4 jours en moyenne en France sur Internet et 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quoi les enjeux du digital? Alors, ils sont résumés en 4 grands mots. On ne voit pas les slides. Bon, ça, je ne sais pas. 4 grands mots au niveau des enjeux du digital. L'instantanéité. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un consommateur, et vous êtes tous consommateurs, il veut sa réponse tout de suite, immédiatement, et s'il l'a pas, il va ailleurs. Et ça, c'est quelque chose d'important et on le verra dans la réflexion quand on
on va sur les outils numériques, c'est d'avoir en tête qu'aujourd'hui, un consommateur a un très vaste choix et il faut qu'il puisse avoir tout de suite sa solution, rapidement. Ensuite, le deuxième mot important, c'est le parcours client. Vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est le fait de pouvoir avoir une cohérence dans ce que l'on propose à son client. Le client, il va vous voir à différents moments, en one-to-one, dans un salon, sur votre site, dans une boutique. Et donc, son parcours doit être cohérent et à chaque fois, il doit avoir quelque chose de nouveau à apprendre. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que quand vous faites un site, le site, il doit raconter un petit peu plus tout en étant cohérent avec ce que vous avez raconté à ce client quand vous l'avez rencontré, quand vous l'avez reçu dans la boutique. Troisième volet important avec le digital, c'est ce qu'on appelle la data et la sécurité. La data, on entend beaucoup parler au travers de l'intelligence artificielle, c'est de se dire que quand on a un site internet, on récolte de fait, même quand on a sur les réseaux d'ailleurs, Facebook et Instagram, on récolte des données. Et donc ces données deviennent un avantage concurrentiel. Parce que quelque part, une fois que vous avez récupéré l'adresse mail d'un prospect, ce prospect, vous pouvez le travailler derrière. Donc on voit que plus vous saurez utiliser la data et vraiment l'utiliser à votre propos, c'est-à-dire c'est quoi le profil de mon consommateur, qu'est-ce qu'ils ont acheté, comment ils l'ont acheté, quels sont leurs âges, plus vous serez à même de répondre beaucoup plus précisément à la demande de vos consommateurs. Et en parallèle de cette data, il y a maintenant la sécurité, le RGPD, dont vous avez certainement entendu parler, qui vous oblige à protéger les données de vos consommateurs. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et elles vont un petit peu ensemble, parce qu'on ne peut pas récupérer la data si on n'a pas mis en place une sécurité pour rassurer le consommateur sur le fait qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi avec ses coordonnées. Et enfin, dernier point important avec le digital, et là, ça dépend plus de la taille du business, c'est l'automatisation. Parce que finalement, c'est vrai que le digital permet aussi d'automatiser certaines tâches et donc, en les automatisant, on gagne du temps et si on gagne du temps, on gagne de l'argent. Voilà, ça c'est les grands enjeux du digital aujourd'hui et sur lesquels, en fonction de vos business, vous allez plus ou moins toucher, mais qui sont tous tout autant importants. Ok, ça c'était vraiment à titre d'introduction et de point de vigilance. Maintenant, avant d'aborder la stratégie digitale, il y a, moi j'en ai listé 10 questions qu'on doit se poser avant de se lancer bien en tête sur je vais faire mon site ou je me mettre sur les réseaux sociaux. Les 10 questions, la première que vous avez certainement dû vous poser quand vous avez fait votre business plan, c'est quelle est la stratégie globale de mon entreprise? Aujourd'hui, si vous voulez vous mettre sur le digital, si vous n'avez pas répondu à ces questions, vous allez forcément achoper quand vous allez devoir toucher votre consommateur final avec le juste produit. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas capable de communiquer sur c'est quoi mon positionnement sur le marché, c'est quoi ma vision, c'est quoi les valeurs de mon entreprise, qu'est-ce que je porte, et la promesse client, vous aurez du mal à convaincre le client que, au travers du digital, quand il va vous voir, il va dire bien évidemment, c'est elle que je veux, c'est lui que je veux, c'est ce produit et je vais l'acheter. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas forcément très facile à faire. C'est quand même la colonne vertébrale de tout ce que votre entreprise va être. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce business? C'est pas j'ai le plus beau produit, c'est pourquoi ce produit, je propose ce produit. Et c'est là où rejoint votre vision et vos valeurs. C'est tout ce que vous allez mettre dans votre société sur lequel vous allez communiquer auprès du consommateur et qui va lui donner envie de venir acheter votre produit ou votre service. Et ça, j'aurais tendance à dire, on l'écrit en général quand on fait son business plan. Après, on le met de côté, on l'oublie, alors qu'on doit le regarder régulièrement parce qu'on peut l'écrire au démarrage. Quand on fait un business plan, en général, on est assez clair.
Et ça peut dévier parce que finalement, on s'est rendu compte que le marché n'était pas là, donc on a pu retoucher un peu ces valeurs ou ce positionnement. Mais il faut toujours l'avoir en tête parce que vous allez le préciser au fur et à mesure de l'avancement de votre projet ou de votre société. Mais fondamentalement, il ne va pas non plus être complètement à l'opposé du démarrage. Parce qu'en général, quand vous allez lancer un produit, c'est que vous avez des convictions fortes sur ce produit ou sur service, hein, c'est pas que les produits, le service aussi. Et c'est juste fondamental de bien cerner ce positionnement, ces valeurs, et ce que vous promettez à votre client, parce que c'est là-dessus que vous allez vous appuyer pour bâtir tous vos outils de communication dont le digital fait partie, dont le site, notamment Internet, fait partie. Et ensuite, bien sûr, connaître vos concurrents et leurs stratégies pour analyser, vous, vos forces et vos faiblesses, vous permet de clarifier votre positionnement, creuser vos arguments pour pouvoir répondre à vos consommateurs. Ça, c'est juste le premier point structurant et fondamental avant de vous lancer dans une stratégie digitale. Jusque-là, j'espère que c'est clair parce que ça, c'est vraiment le point sur lequel vous allez devoir constamment revenir et qui va être la colonne vertébrale de votre communication ensuite. C'est ce qui, quand vous faites vous-même votre site, c'est plus facile parce que finalement, vous jouez avec vos mots, mais quand vous travaillez avec d'autres personnes, ils vont forcément vous poser tout de suite cette question-là, de vous dire, mais c'est qui tes clients, c'est quoi ta vision, c'est quoi tes valeurs, parce que c'est ça qui fera qu'on choisira plutôt tel type d'approche avec un site ou avec le choix d'un outil digital, d'un réseau social. Donc, c'est juste fondamental d'être très, très clair sur cette stratégie. Mais comment procéder? Comment procéder, c'est justement de répondre vraiment le plus simplement possible à ces questions. Le positionnement sur le marché, c'est me mets, alors je vais prendre un exemple, je veux lancer une ligne, on va dire une ligne de maquillage. Bon, moi j'étais dans les cosmétiques, donc on va dire que je connais ça. Ça va être quoi le positionnement sur le marché? D'abord, ça va être quoi mon marché? Est-ce que je vais être dans un marché de grande distribution? Est-ce que je vais être dans un marché de distribution plus sélective ou de vente à domicile? Ça va être quoi mon positionnement sur le marché? Et ce positionnement sur le marché, il viendra de la vision ou des valeurs que je vais faire porter à ce produit-là. Moi, je veux un rouge à lèvres qui réponde aux besoins de tout un chacun et que chacune et chacun puisse acheter un rouge à lèvres à 50 centimes parce que je trouve que tout le monde doit être beau avec mon rouge à lèvres. C'est ma position, c'est mes convictions, c'est ma valeur. Donc, le fait est, c'est qu'une fois que vous aurez dit ça, vous irez peut-être pas aller vendre votre rouge à lèvres dans la distribution sélective où les prix sont plus élevés. Donc, forcément, ça va vous obliger à écrire votre stratégie de distribution derrière qui soit cohérente avec le positionnement sur le marché. Et donc, c'est ça qu'il faut décliner. Une fois que vous avez votre positionnement sur le marché et votre vision, valeur et promesse, c'est un peu la même chose. C'est ma vision, ça pouvait dire tout le monde doit pouvoir s'acheter un rouge à lèvres sans que le prix soit une barrière. C'est ma vision. Et mes valeurs, c'est ces valeurs d'accessibilité, aussi de qualité. Je peux très bien dire c'est accessible, mais il y a une forme de qualité. Voilà. Alors les valeurs, on n'en a pas 10 pages. Hein, c'est vraiment 3-4 points qui sont juste fondamentales pour moi. Et la promesse client, avec ce rouge à lèvres, vous serez belle tout le temps. Voilà. C'est la promesse. Quand je vais acheter ce produit, je sais pourquoi je vais l'acheter, parce qu'on m'a fait une promesse et cette promesse, je l'aurai. Et ça, c'est des choses que vous n'allez pas écrire en premier jet. Hein. Vous allez l'écrire, vous allez certainement, moi je suggère que vous le confrontiez à des amis, à des collègues pour dire voilà, moi si je te dis ça, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça te donne envie d'acheter? Est-ce que c'est pas trop imprécis, hein, parce que ça doit être spécifique? Plus vous serez spécifique, plus vous aurez une valeur ajoutée que le consommateur pourra voir. Donc voilà, il faut vraiment, là, on prend la page et on écrit, hein, c'est des devoirs, là, pour le coup.
Les valeurs de l'entreprise sont forcément des mots ou aussi des phrases. Ça peut être des phrases, mais il ne faut pas que ça soit des phrases trop longues. Parce que alors c'est pas une action, hein, c'est des convictions. Donc ça peut être des phrases, mais courtes. Autrement, c'est peu compréhensible. Vous risquez de vous y perdre. Et c'est effectivement ce que vous avez fait dans votre business plan. Donc, une fois que vous avez cette stratégie qui est et la connaissance de vos concurrents, alors c'est pareil, hein, les concurrents, vous avez les concurrents directs et les concurrents indirects. Typiquement, un exemple qu'on peut facilement tous comprendre, c'est je suis un restaurant et je fais de la restauration le midi. Mes concurrents directs peuvent me sembler être les restaurants qui sont autour de moi. Or, on voit bien que les concurrents indirects, mais qui sont des concurrents, peuvent être aussi la boulangerie qui vend le sandwich, le Franprix qui vend sa barquette à pas cher. Donc, ça veut dire que vous, il faut vraiment se dire, OK, il y a des concurrents qui sont vraiment directs, mais j'ai peut-être autour de moi des bruits qui peuvent rentrer en concurrence avec moi et qu'il faut que je regarde par rapport à mon produit parce qu'ils sont importants. Et mes forces et faiblesses, on a tous dans nos entreprises des forces et des faiblesses. Plus on les connaît, alors elles peuvent varier, hein, plus on peut travailler dessus. Alors en général, les faiblesses, on n'essaye pas de les cacher, on essaye de monter les points forts pour que les faiblesses, effectivement, soient diminuées dans le poids qu'on peut imaginer. Une fois que cet exercice est fait et qui est le plus long, et c'est pour ça que je prends un peu de temps là-dessus, et ben on se penche vraiment sur comment mes concurrents communiquent. Non pas pour faire la même chose, et encore que, on pourrait dire, bah, ils font très bien et moi je vais faire la même chose, mais mieux, voilà. Ou bien je fais complètement différent. Mais ça permet de savoir quel est le style qu'ils prennent, quels sont les canaux qu'ils ont pris, parce qu'on peut se dire qu'ils ont étudié plus que nous la chose, hein, peut-être qu'ils sont là depuis longtemps, à quelle fréquence ils communiquent, dans quel style, quel objectif pour voir ce qui vous semble fonctionner et comment vous allez vous démarquer, sur quel point vous allez vous démarquer. Ensuite, et c'est un peu lié avec les concurrents, c'est aussi la cible. Si vous ne connaissez pas votre cible d'une manière précise, là aussi, vous risquez de vous prendre les pieds dans le tapis. Quand on pose la question des cibles, on a souvent la réponse c'est pour tout le monde ou c'est pour tous les gens qui ont entre 35 et 55 ans. C'est pas assez précis. Il faut vraiment faire l'exercice de se dire ce produit-là va répondre à, si je reprends mon rouge à lèvres, comme je dis que c'est tout le monde, on peut dire que c'est toutes les femmes de 7 à 77 ans. Sauf que le jour où vous allez devoir choisir un support de communication, ces gens-là, ça sera trop large, quoi. Donc, comment vous allez les cibler? Vous n'allez pas les cibler. Donc, il faut descendre, et peut-être que vous avez plusieurs cibles sur ce rouge à lèvres. Vous pouvez très bien dire toutes les femmes qui vont acheter, puisque j'ai défini qu'elles vont acheter dans une typologie de magasin, toutes les femmes qui vont acheter dans ce magasin-là. En ayant dit ça, vous allez effectivement pouvoir dire quel est le message que je vais passer à cette cible. Donc, savoir déterminer sa cible est juste prioritaire, hein, c'est-à-dire la cible première de votre produit, est fondamentale. Parce qu'on va vous la demander tout le temps. Hein. Sitôt que vous allez aller voir des gens qui vont vous aider sur la communication ou vous-même vous poser la question sur je veux faire une pub sur Facebook, Facebook qui vous permet de cibler les gens. Si vous n'êtes pas précis, si vous ne l'avez pas déjà travaillé, il va falloir bien vous poser la question. Donc autant le faire avant de vous lancer dans votre stratégie. Mais ensuite, il n'y a pas que la cible consommateur, il y a aussi, et vous devez le savoir maintenant puisqu'on en parle de plus en plus, tout ce qui vous facilite, qui vous aide à vendre, qui sont des influenceurs, les prescripteurs, c'est-à-dire ceux qui vont suggérer à d'autres d'acheter votre produit ou votre service, ou des ambassadeurs, des gens qui adorent votre produit, c'est un peu comme les influenceurs, mais qui vont porter les couleurs. Ça peut être une boutique, une très belle boutique qui vous a aimé au démarrage, et elle va devenir ambassadeur de votre marque. Elle aura les privilèges d'avoir peut-être plus de promos pour la marque, mais surtout de pouvoir communiquer plus largement sur toute la profondeur de votre marque. Donc ça, en connaissant toutes ces cibles et prescripteurs, influenceurs, vous pourrez, pour chacun,
trouver la meilleure façon de communiquer sur votre produit parce que les messages ne seront pas forcément les mêmes en fonction de à qui vous vous adressez, même si vous vendez toujours le même produit. Voilà, là on a balayé sur ces 3 points. C'est quoi ma stratégie d'entreprise? Qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise, avec mon service, avec mon produit? Où est-ce que je veux aller? Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez alors commencer à réfléchir sur les objectifs de votre stratégie digitale. Alors là, c'est un peu coupé, je ne sais pas pourquoi. Et donc, l'objectif digital étant de se dire qu'est-ce que j'assigne à ma stratégie digitale? Est-ce que je veux faire de la notoriété? Est-ce que je veux faire de la visibilité? Est-ce que je veux vendre? Est-ce que je veux d'abord vendre? Est-ce que c'est par influence? Est-ce que c'est par communauté que je veux faire ma communication? Donc, il faut aussi pouvoir se dire qu'est-ce que je cherche quand je dis je vais aller faire du digital? Qu'est-ce que je cherche? Parce qu'en fonction de vos réponses, vous n'aurez pas forcément besoin d'un site internet, vous n'aurez pas forcément besoin d'un site internet et de tous les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'il faut se poser cette question. Qu'est-ce que vous attendez de votre stratégie digitale? Une fois que vous serez clair sur la stratégie digitale, enfin sur qu'est-ce que je veux faire de ma stratégie digitale, là encore, quels sont les canaux qui vont être les plus pertinents? Et c'est là où on va reparler des cibles. En fonction des cibles, vous n'allez pas toucher forcément, vous n'allez pas choisir forcément tous les canaux. Il y a, en réseaux sociaux, il y a des professions qui n'ont pas forcément besoin d'être sur Instagram parce que ça ne sert à rien, leur cible n'est pas là, donc communiquer là-dessus, prendre de l'énergie là-dessus, ça peut vous faire plaisir, mais ça ne vous apportera rien. Ensuite, il y a quel message je souhaite passer, à quel rythme et sur quel ton. Une fois que vous avez votre stratégie, dans la mesure où vous avez écrit votre positionnement, votre cible et votre promesse, vous savez quel type de message vous avez envie de passer, vous savez quel type de coloration vous voulez donner à votre marque. Et donc, vous allez établir une stratégie éditoriale en fonction de la cible pour savoir quels sont les messages que vous allez à propriété. Donc, quel ton vous allez adopter. C'est pour ça que si vous prenez, par exemple, je pense que vous connaissez la marque Le Slip Français. Le slip français, outre sa promesse produit qui est effectivement une prédiction 100% française de revenir à une fabrication textile française, la défense de la textile française, lui a pris un ton de décalage humoristique qu'il décline partout, mais vraiment partout. Et de fait, c'est son style, c'est son ton, et c'est ce qui fait sa différence. Mais il l'a appliqué partout, dans la manière dont il fait ses photos, dans la manière dont il écrit ses posts, dans la manière, il fait beaucoup de vidéos de partage d'expériences pour des. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube pour voir les vidéos du patron du slip français, il donne de très bons conseils en tant qu'entrepreneur de ce qu'il a vécu, comment il a fait ses premières embauches, comment il a fait ses premières levées de fonds. Et bien, même ces vidéos-là ont le même ton que sur sa communication produit, avec beaucoup d'humour. Comment peut-on trouver des ambassadeurs ou micro-influenceurs? Oui, c'est ça, c'est vos clients, c'est aussi, si vous avez travaillé sur votre stratégie, définition de stratégie, forcément, vous avez fait une étude de marché où vous avez vu quels étaient les acteurs importants dans votre secteur et vous allez avoir des prospects ou des fédérations qui peuvent vous donner des noms ou vous indiquer qui sont ces influenceurs. Et LinkedIn, effectivement, est aussi un très bon moyen de trouver ces prescripteurs. Pour le coup, LinkedIn peut servir à ça. Donc, j'ai un peu défini quels sont les messages que j'ai envie de passer à mes cibles, à quel rythme, parce qu'en fonction des services et ou des produits, vous n'avez pas forcément le même besoin de rythme. Ça va être quels sont les leviers les plus pertinents pour toucher cette cible. Et ça, on va le voir ensuite.
Vous pouvez utiliser des leviers qui ne coûtent pas d'argent, enfin, ou qui en coûtent très, très peu, qui sont le fameux référencement naturel, les réseaux sociaux, les relations presse, nouer des partenariats. C'est aussi utiliser votre propre support, comme un blog, un site, ou après acheter votre espace publicitaire, que sont les AdWords, donc le référencement payant, ou Facebook Ads, ou bien Instagram, puisqu'Instagram, maintenant, on peut faire aussi de la pub. Enfin, les 3 dernières questions sont plutôt… alors, la dernière, la 8e est aussi importante, c'est établir un timing. Une stratégie digitale, c'est comme une stratégie marketing. Vous avez une année et vous allez mettre des timings sur cette année. En fonction des produits ou des services, vous avez des sorties produits, des salons importants, des événements genre la fête des mères, la fête des pères importants. Donc, vous allez mettre sur votre calendrier en fonction de votre produit ou votre service ce qu'il est important, quelles sont les actions ou les moments, les momentum qui vont exister dans la vie de votre produit sur une année, de manière à pouvoir ensuite établir la stratégie ou les actions de communication que vous allez devoir faire à ces moments-là. Donc ça, c'est vraiment un timing à faire qui vous permet de cadencer et ensuite, évidemment, de faire le lien avec la question 10, le budget. Mesurer l'efficacité de mes actions, c'est ça l'avantage du digital, c'est que toute action peut se mesurer, encore faut-il mettre en place des indicateurs de performance. Un site internet doit pouvoir se suivre sur ses performances. Le nombre de visiteurs, le nombre de ventes qui sont faites, le nombre, enfin, il y a des indicateurs, on y reviendra un peu plus tard, il y a des indicateurs qui sont toujours un peu les mêmes et qui vous permettent de suivre l'efficacité de vos actions. Et surtout de les ajuster. C'est-à-dire qu'une action qui ne marche pas sur le digital, il faut tout de suite l'arrêter, il faut passer à autre chose. Comment mettre en place les indicateurs de performance? Alors là, c'est un peu général sur cette côté-là. En fonction de vos outils, vous allez définir 2 ou 3 indicateurs de performance. Donc, sur un compte, sur un site internet, notamment si vous vendez, donc sur du e-commerce, vous allez avoir 3-4 indicateurs clés qui vont être effectivement le nombre de visiteurs sur votre site, le taux de conversion, combien de visiteurs ont finalement acheté, le taux de rebond, on reviendra dessus, mais c'est un taux qui permet de savoir si quand un consommateur est arrivé sur mon site, est-ce qu'il y reste ou est-ce qu'il s'en va tout de suite. Voilà, sur les réseaux sociaux, ça va être autre chose. Ça va être effectivement le nombre d'abonnés, la relation entre je clique et je vais sur le site internet. Donc tout ça, ce sont des choses qui se suivent et qui se mettent en place. Quand on met une stratégie digitale avec un site internet, on met des balises qui permettent de suivre ça. Et après, vous le suivez effectivement avec des tableaux comme Google Analytics. Et ensuite, la dernière question à vous poser, c'est effectivement les questions de ressources et de budget, puisqu'en fonction de l'avancement de votre projet, vos ressources ne seront pas forcément les mêmes. Alors les ressources, c'est pas forcément que des ressources financières, c'est aussi les ressources humaines. Alors, est-ce que à peu près, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions sur cette fameuse stratégie, établir sa stratégie et stratégie digitale. Et là, on va regarder très rapidement, on va effectivement attaquer les différents canaux qui existent. Alors, là, juste pour vous mettre rapidement en synthèse, en fonction d'un axe du plus simple au plus complexe et du communiqué aux canaux qui vont vous aider à vendre, on voit bien qu'effectivement, un site internet, il y a à la fois la possibilité de faire un site qu'on dit vitrine ou un site marchand. Le site, clairement, le site vitrine,
est d'abord fait pour communiquer et n'est pas vraiment complexe à mettre en place, alors qu'un site marchand est d'abord fait pour vendre et effectivement a beaucoup plus de complexité puisqu'il engendre une vente, il engendre une carte bleue, il engendre des fiches produits, donc à un niveau de complexité plus important. Si on regarde les réseaux sociaux sont simples a priori à quand même utiliser. Avant, ils étaient essentiellement faits pour communiquer et de plus en plus, les réseaux sociaux sont là pour vendre. Facebook et Instagram ont mis des modules en place là-dessus. Le blog, typiquement le blog est quelque chose de facile à faire et dont l'objet n'est pas de vendre. L'objet est d'abord de communiquer autour de votre marque, justement, autour de vos valeurs, autour de vos convictions, de vos promesses produits, avec un deuxième effet qui est évidemment de vendre, mais c'est d'abord de communiquer autour de votre marque ou de votre expertise. Pour ceux qui vendent des services, un blog sert à communiquer autour de son expertise. Et ensuite, la marketplace. On verra un petit peu plus la définition de ce qu'est une marketplace, mais une marketplace, typiquement Amazon est une marketplace. La Fnac est devenue une marketplace. Là, on fait ça pour vendre et c'est très simple puisque c'est pas vous qui le mettez en place. Vous mettez ça chez quelqu'un d'autre. Votre produit se vend dans une marketplace. Voilà, c'est très. Non, le blog et le site internet ne se font pas. Le site internet en site vitrine ne sont pas la même chose. Un blog est là, un site vitrine est là pour faire vendre. Un blog est une dynamique, c'est-à-dire qu'il raconte des choses et peut être un relais dans les réseaux sociaux. Et je pense qu'on va le revoir un peu plus tard. Alors là, des 10 questions, on est à 5 questions à se poser avant de créer son site internet. Et qui sont très liées. C'est que quand je veux faire mon site internet, la première question, c'est quel est l'objectif de ce site. Et là, il faut être très clair avec soi-même. Je veux un site vitrine parce que je ne fais que présenter mes services, j'ai rien à vendre, donc je vais pas aller dans une complexité de e-commerce. J'aimerais faire connaître mon activité sur Internet en donnant un maximum de visibilité à mes pages. Donc là, ça voudra dire que si vous faites ça, vous aurez des actions de leads, enfin de prospects à faire venir sur votre page très rapidement. J'ambitionne d'accroître ma notoriété digitale, notamment sur les réseaux sociaux. Donc là, on voit qu'effectivement, est-ce que je fais un site, est-ce que j'ai besoin de faire un site ou est-ce que je joue justement uniquement avec les réseaux sociaux et ma communauté au démarrage. J'ouvre un site e-commerce qui va cartonner, etc., etc., etc. J'ai besoin d'un site multilingue pour m'imposer à l'étranger. Pourquoi il faut se poser toutes ces questions? Parce que en fonction de ce que vous voulez faire, non pas forcément d'ailleurs à court terme, ça peut être aussi typiquement la langue. Vous pouvez très bien dire non, mais moi dans un premier temps, de toute façon, j'ai pas les moyens et j'aurai pas forcément la clientèle pour faire un site bilingue. Mais mon propos à 3 ans dans mon business plan, c'est de vendre aussi à des personnes qui parlent la langue anglaise. Si vous avez mis dans votre brief du site que vous vouliez à un moment donné passer en anglais ou dans une autre langue, peu importe, en chinois, si c'est mis dans le brief et si le site a été développé avec ce tiroir, ça sera plus facile d'ouvrir ce tiroir que de refaire un site après en se disant mince, je voulais faire une autre langue. Donc il y a des choses qu'il faut vous poser, non pas parce que vous allez forcément les faire tout de suite, tout au démarrage, mais au moins dans le brief et dans le choix de votre site, dans sa complexité, dans sa simplicité, vous aurez intégré le fait de pouvoir tirer des tiroirs au fur et à mesure et non pas de tout recasser parce qu'au démarrage, vous l'aviez pensé trop petit. Voilà. Ou ça sert à rien de le penser très grand si de toute façon, vous le définissez déjà petit parce que votre activité n'a pas besoin d'un site trop complexe. Pour qui ai-je décidé de créer un site internet? On voit qu'on revient à la cible, puisque de fait, si vous ne connaissez pas votre cible, vous aurez du mal à choisir la manière dont on communique, les mots qui va plaire à votre cible, les photos, le ton que vous allez employer. Donc, c'est vraiment à qui va s'adresser ce site. Et dans certains business, vous pouvez avoir besoin de parler à des entreprises et à des consommateurs. Donc, du B2B ou du B2C. Et donc là, on voit bien que vous n'allez pas forcément parler de la même manière. Et donc, dans l'organisation de votre site, vous allez peut-être avoir besoin de toucher ces deux clientèles, mais pas forcément avec les mêmes questionnements. Ou peut-être que si, ça dépendra de votre business. Mais en tout cas, si vous avez ces deux cibles, il faut quand même bien
bien le définir. Troisième question, est-ce que j'ai les compétences techniques pour créer et gérer moi-même mon site? Parce qu'au-delà de l'aspect technique du site, ce site va vous prendre du temps en gestion et en compréhension. Donc, il y a un moment, c'est soit vous avez l'appétence pour le faire et c'est bien, soit vous n'avez pas l'appétence, ni les compétences, ni l'envie de le faire. Et dans ces cas-là, il vaut mieux faire appel à un prestataire. Alors, le B2B, c'est business to business. C'est je travaille avec des boutiques, je vais vendre mon produit ou mon service à des entreprises. Mon client est une entreprise et le B2C, c'est du business au consommateur final, donc à l'individu. Le budget à prévoir. Alors bien sûr, le budget dépend beaucoup de vos envies de graphique et technique, de votre capacité à faire ou pas, donc de votre savoir-faire et du savoir-faire de votre prestataire, hein, parce qu'il y a il y a des prestataires qui vont pouvoir vous dire, moi, je peux te mettre, je peux te coder, mais j'ai aucune notion graphique. Enfin voilà, vous pouvez, ça dépend vraiment à qui vous vous adressez et des fonctionnalités. Enfin bref, ça dépend de beaucoup de choses. D'où la définition de qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon site internet. Donc là, j'ai mis des coûts parce que j'ai souvent eu la question, qui sont vraiment très, très indicatifs, mais qui vous permettent de voir qu'effectivement, un site vitrine, vous pouvez effectivement le faire assez rapidement, entre 500 et 3000 euros. Là où un e-commerce est entre 1000 et 20 000 euros en fonction du nombre de pages, puisqu'on voit que s'il est beaucoup plus technique que ça ou s'il y a beaucoup de produits, on peut aller jusqu'à 50 000 euros. Donc, vous voyez que la définition de qu'est-ce que je veux faire de mon site est très important. Ensuite, c'est sûr que vous n'avez pas forcément besoin de faire votre site définitif tout de suite. Vous pouvez très bien commencer en fonction de ce que vous voulez faire de votre stratégie digitale, de commencer vous-même avec un site qui pourra ensuite être amélioré par un professionnel en prenant un outil qui est en open source et qu'ensuite un professionnel peut vous professionnaliser si besoin est, aller plus loin. Mais vous pouvez très bien commencer et ensuite, en fonction de l'évolution de votre business, rajouter des briques. Comment ai-je l'intention d'animer la vie de mon site? C'est pas tout d'avoir son site. Un site, même site vitrine, s'il ne se passe rien, c'est comme si vous aviez mis l'argent à la poubelle. Donc un site, il faut régulièrement animer, lui mettre des nouvelles photos, d'où l'importance d'un blog, parce qu'un blog vous permet, sur un site vitrine, de raconter des choses sans avoir à retoucher toute la forme de votre site. Donc, c'est sûr que publier des contenus, optimiser des pages, corriger les erreurs, rajouter de nouveaux produits, ça demande du temps et ça demande le fait de l'organiser dans votre emploi du temps pour savoir comment je vais animer mon site. Et comment, outre l'animation, comment je vais faire venir des gens sur mon site. Donc là, je vous ai mis quelques adresses, mais que vous connaissez certainement sur des plateformes de sites simples. Il y a beaucoup qui utilisent Wix pour des sites simples de vitrine et en e-commerce, souvent PrestaShop ou WordPress. Là, c'est au choix de chacun. Et autrement, je passe avec un prestataire. Mais si je passe avec un prestataire, mon conseil, c'est vraiment d'être très très clair sur votre stratégie. C'est pas parce que vous passez avec un prestataire que c'est lui qui va tout faire. Autrement, ce qu'il risque de faire, c'est il va le faire avec sa compréhension de votre business, sa compréhension en fonction de ses propres filtres. Et si ça se trouve, il va vous livrer un filtre qui n'est pas du tout votre objectif final. Ou il va vous choisir une couleur qui n'est pas du tout celle qui porte les valeurs de votre entreprise. Donc, si vous faites appel à un prestataire, il faut vraiment que vous ayez bien formalisé votre stratégie de boîte et bien formaliser qu'est-ce que vous attendez de votre site internet pour pouvoir ensuite juger ce que le travail du prestataire.
Alors, quelques points de vigilance qui ne sont pas mis dans l'ordre, forcément, que j'ai listé comme ça au fur et à mesure des interactions de tout un chacun quand je fais cette présentation. Donc, soigner le parcours global, on en a parlé, hein, le parcours client. Le client, il peut vous acheter sur site, mais il peut aussi vous acheter ailleurs ou vous rencontrer ailleurs. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence dans son parcours. Pensez au parcours d'achat. Quand je mets un achat en 3 clics, c'est vraiment une image. C'est que si pour acheter votre produit ou votre service, il faut faire 10 clics, vous aurez perdu le consommateur avant. Éviter les ruptures. Oui, des fois, on est dans une histoire. Typiquement, vous êtes en process d'achat. Et puis, à une page, on vous demande une information qui vous demande d'aller chercher un papier. Parce que vous n'avez pas préparé à avoir cette demande. Et du coup, vous vous dites, ah non, mais là, il faut que j'aille chercher, j'ai pas le temps, il faut que j'aille chercher un papier ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'il est. Qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez. Donc, c'est ça qu'on appelle une rupture. Permettre les retours en arrière et retours sur page d'accueil facilement pour que le consommateur revienne très, très vite sur sa page d'accueil. Proposez d'abord vos services et produits. Alors ça semble évident, mais on se rend pas compte de temps en temps qu'on arrive sur des pages d'accueil qui parlent du créateur ou qui parlent de toute autre chose que du produit. Or, un consommateur, vous vous souvenez, instantanéité. Un consommateur, il vient pour voir votre service et votre produit avant tout, et pas vous. Vous, il pourra toujours, s'il veut avoir qui est derrière cette marque, qui c'est ses valeurs, il le trouvera. Mais il vient d'abord parce que effectivement, parce que finalement, je lis un commentaire et du coup j'ai été perturbée. Excusez-moi. Il vient d'abord pour votre produit. Il vient d'abord parce que quelqu'un lui aura dit ou il aura vu ou il aura cliqué sur Google et il aura trouvé votre page. Et il faut que tout de suite il ait la réponse à sa demande. L'arborescence, on y reviendra plus précisément quand on parlera dans une seconde conférence sur comment on fait du référencement naturel sur son site. Mais l'arborescence, il ne faut pas le prendre comme un menu. L'arborescence, c'est ce qui structure votre site. Hein. En général, il y a accueil, à propos, voilà, c'est ces fameuses têtes de chapitre. Et la plupart du temps, alors ça commence à s'améliorer, mais on voit ça comme un menu. Bon, c'est comme un sommaire. Or, c'est pas un sommaire. Normalement, c'est quelque chose qui doit structurer votre contenu et qui doit aider l'internaute, votre consommateur, à quasiment savoir pourquoi il clique sur cet onglet. Parce qu'il a déjà presque la réponse à sa question. Donc, il sait que s'il clique là, il va trouver le sujet qui l'intéresse. Donc, ça doit permettre de structurer votre contenu et vos pages et donc de vous montrer votre expertise et de savoir que moi, consommateur, quand je vais cliquer sur cet onglet-là, je saurai de quoi on me parle. Donc ça, c'est très important et c'est très important dans le référencement naturel de votre site. Bien mettre en avant vos boutons d'action. Les boutons d'action, c'est quand on dit plus d'informations, acheter, regarder. Ces boutons d'action doivent vraiment être visibles parce que ça veut dire que c'est là où vous voulez que le consommateur appuie. Alors, le chat, c'est vrai que mettre un outil de chat peut être intéressant. Un chat permet, alors après, il faut bien l'utiliser, mais c'est vrai que ça permet, quand vous avez un consommateur sur votre page, de pouvoir interagir tout de suite avec lui et résoudre immédiatement un sujet. Donc, en fonction de votre profession et de votre business plan, ça peut être intéressant. Bien indiquer les délais de livraison. Vous êtes consommateur, vous avez déjà remarqué que quand on vous donne les délais de livraison au dernier moment, eh ben, vous annulez votre commande en disant bah non, mais c'est vachement trop long, moi je pensais savoir rapidement. Et du coup, vous cliquez pas sur, enfin, vous convertissez pas sur votre achat. Eh bien, vous qui avez un business là-dedans, si vous dites trop tard à votre consommateur le délai de livraison et qu'il est déçu, bah, il va pas convertir. Donc, il faut être très clair sur votre promesse client dès le démarrage. Bien sûr, les avis clients ou les références clients sont fondamentales de plus en plus. Il vaut mieux avoir un outil avis vérifié, enfin du type avis vérifié, pas la marque avis vérifié, parce que ça rassure vos consommateurs.
Pensez à un question-réponse. Souvent, vos consommateurs ont toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses. Si vous faites un chapitre là-dessus, ça a deux avantages. Ça peut permettre effectivement de ne pas charger certaines pages de votre site internet. Et si vous voulez avoir plus de détails, ben vous avez en savoir plus et du coup ça vous envoie sur une autre page et là vous avez effectivement une réponse plus détaillée sur ce rouge à lèvres quelle est quels sont les composants de ce rouge à lèvres. Ben, ça va brouiller peut-être les pistes de votre argument sur la page de ce rouge à lèvres. Et par contre, si moi je suis intéressée pour savoir quels sont les ingrédients de ce rouge à lèvres, et ben j'aurai le détail dans la FAQ. Donc c'est des choses qui sont importantes à réfléchir. Et en plus, c'est un bon outil pour faire du référencement naturel. Mettre en avant les conditions générales de vente et votre politique de confidentialité. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est juste fondamental. Fiche de contact, ça, c'est pour avoir pour avoir les adresses mail de vos prospects, ben, il vaut mieux avoir une fiche de contact. Et bien sûr, mettre en avant les pages de vos comptes sociaux, sans oublier les boutons de partage. Bon, ça, je pense que vous les connaissez, les focus sur les modalités de paiement. C'est sûr que plus vous êtes sécurisé, c'est-à-dire la carte bancaire en ligne, plus votre client est rassuré. Aujourd'hui, les clients ont compris qu'il y avait des choses qui étaient plus sécurisant pour eux dans les délais, et plus vous avez ça sur vos sites, plus vous aurez sûr que votre taux de conversion sera meilleur. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des coûts. PayPal et les cartes bancaires ne sont pas forcément gratuites, mais c'est important. Donc, on a parlé, donc ça, c'est au sujet. Je lis un peu les questions, donc je pense que vous échangez sur les outils. Donc, j'espère que là, c'était à peu près clair sur les questions que je me pose pour faire mon site internet. Maintenant, vous pouvez très bien décider de ne pas faire un site internet tout de suite, mais d'utiliser une marketplace. Donc, une marketplace, c'est effectivement la possibilité de vendre vos produits dans des canaux de distribution existants. Le Bon Coin en est un, Amazon en est un, Rue du Commerce en est un, vous en connaissez plein. Et effectivement, le plus gros avantage de la marketplace, c'est de pouvoir tester le succès d'un produit. Hein. Vous n'avez pas de coût de création de site, une grande visibilité. La transaction est gérée par la plateforme et vous vous concentrez sur votre cœur de métier. Par contre, c'est sûr que fidéliser les clients, c'est plus difficile. En plus, ce ne sont pas vos clients, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer en contact direct avec vos clients, ce sont ceux de la plateforme. Et on crée difficilement une identité de marque sur une marketplace. Forte concurrence, effectivement, votre produit est parmi plein d'autres, et vous avez une commission du site sur les ventes. Et j'ai oublié de retirer, ne convient pas aux produits haut de gamme, c'est plus du tout vrai. Il y a maintenant des marketplaces qui sont très très bien faites pour les produits haut de gamme. Donc là, c'était sur site internet ou marketplace. Quel marketplace pour les produits alimentaires? Alors, je ne les connais pas toutes par cœur, hein, les marketplaces pour les produits alimentaires, mais je pense qu'il doit y en avoir de plus en plus d'ailleurs. Je pense que si vous googlisez marketplace pour produits alimentaires, vous aurez la réponse. Quels réseaux sociaux pour quelle utilisation? Alors là, c'est pareil. Lesquels pour les Etsy, c'est pour les créateurs. Et c'est très bien pour les produits haut de gamme, mais c'est beaucoup pour les créateurs. Non, c'est pas des marketplaces, Facebook et Instagram, c'est des réseaux sociaux. Les marketplaces, c'est vraiment vous voulez acheter un produit et vous allez, le Bon Coin, voilà, le meilleur exemple, c'est un Bon Coin, la Fnac.
Aujourd'hui, avant, la Fnac avait son propre site. Aujourd'hui, vous trouvez des produits qui utilisent la plateforme, le site internet de la Fnac pour vendre les mêmes produits, mais c'est pas des produits Fnac. Ah, il y a une marketplace. Bon, ben voilà, très bien. Il y a une marketplace maintenant sur Facebook. Groupon, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, ils ont peut-être une marketplace, mais voilà, avantages et inconvénients rapidement. Mais je pense que vous aurez la présentation peut-être. Alors, les réseaux sociaux. Alors là, je vais pas. Je sais que l'ADI il y a peut-être des webinars sur les réseaux sociaux. Donc moi, je ne vais que survoler pourquoi j'utiliserai, puisqu'on est dans quelle stratégie digitale pour son business, pourquoi j'utiliserai tel ou tel réseau social par rapport à un autre. Donc je survole. Je suis pas là sur la technique de comment je communique le mieux sur quel réseau. Donc Facebook, on le connaît tout, on n'a plus besoin de le décrire. C'est effectivement le réseau multi-usage pour tous, qui est utilisé effectivement par un très très grand nombre d'utilisateurs et dont aujourd'hui il est difficile de se passer parce que tout le monde le regarde. Et donc, ça serait idiot de ne pas être dans Facebook. Notamment si on a une cible de petites entreprises, si on fait du business avec des petites entreprises, elles sont plus sur Facebook que sur LinkedIn. Donc, c'est sûr que Facebook est aujourd'hui un outil, je dirais, incontournable et une manière d'interagir avec vos clients qui peuvent être intéressants puisque vous le savez, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez faire des concours, vous pouvez inviter à des événements. Donc, vous faites vivre votre marque d'une manière assez intéressante sur Facebook. Et en plus, vous pouvez tracer ensuite, si vous avez un site, les gens qui viennent sur Facebook pour acheter sur votre site Internet. Donc voilà, ça, Facebook, aujourd'hui, c'est quelque chose d'incontournable. Twitter, c'est vraiment le réseau pour atteindre les influenceurs. Donc, c'est de l'info en temps réel. Là, ensuite, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous n'êtes pas un expert pointu sur votre domaine, c'est pas indispensable d'être sur Twitter parce qu'en gros, c'est quand même quelque chose qui vous prend beaucoup de temps. Et en fonction de votre service et vos produits, vous n'avez pas peut-être une valeur ajoutée à prendre la parole sur des sujets qui sont hyper techniques ou enfin d'une expertise assez pointue. Donc Twitter, moi je dis pas indispensable, sauf si vous êtes dans la haute technologie, parce qu'en plus c'est effectivement ça peut être un outil de veille. Mais Twitter, c'est pas la chose la plus indispensable dans une stratégie digitale. Par contre, Instagram aujourd'hui devient effectivement le réseau social assez branché, avec un point de vigilance, c'est que ça passe par des belles photos. C'est-à-dire que c'est d'abord un partage d'images et maintenant de vidéos de plus en plus. Et donc, là, c'est vraiment un outil de communication où il faut être vigilant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de belles photos, vous n'allez pas accrocher vos consommateurs, votre communauté. Donc, il faut vraiment, si vous investissez dans Instagram, être clair sur votre stratégie de communication et votre ton de photo, parce que ça va définir votre identité visuelle. Et en plus, il va falloir la rendre dynamique, puisque en gros, c'est vraiment, je clique sur la photo parce que la vidéo m'a interpellée ou parce que la photo est belle. Bon. Alors Instagram, c'est pas juste des photos, c'est aussi les hashtags. Donc les hashtags, c'est ces fameux mots qui permettent effectivement de remonter sur d'autres pages que la vôtre. Donc quand vous postez sur Instagram, il faut également faire une liste de hashtags suffisamment conséquente. Alors on dit, là c'est pareil, vous pouvez le valider, mais qu'il en faut au moins une dizaine pour qu'il y ait une pertinence. Alors pourquoi? Parce que quand vous allez faire du hashtag, vous allez prendre
alors, si je reprends mon rouge à lèvres, vous pouvez très bien prendre des hashtags sur la beauté, mais alors là, ils vont avoir un nombre de followers assez important et le fait de pouvoir remonter dans la photo au niveau de ces followers, qu'on voit votre photo est assez limité. Mais ça peut arriver vu la masse d'influenceurs. Et ensuite, vous pouvez choisir des hashtags qui sont beaucoup plus focusés sur, par exemple, votre valeur, de dire mon rouge à lèvres 100% bio pas cher. Hein, alors, peut-être que c'est rouge à lèvres pas cher. Et là, vous aurez peut-être une communauté plus étroite et de fait, votre post pourra remonter plus rapidement parce que déjà, il y aura moins d'abonnés et seront plus vous aurez plus de chances d'avoir une visibilité sur votre photo. Donc, c'est cette fameuse équilibre. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir sur quel hashtag communiquent vos concurrents pour voir si c'est pertinent, pas pertinent et préciser les vôtres. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont à réfléchir. Ça ne se fait pas juste au hasard. Difficile Instagram pour les activités qui ne sont pas visuelles du tout, mais j'ai du mal à ne pas y être quand même. Bah, ça dépend ce qu'on appelle des activités qui ne sont pas visuelles du tout, parce que finalement, quand on a du produit, c'est pas parce que, alors je reprends mon rouge à lèvres, c'est pas parce que je vends du rouge à lèvres que je vais prendre en photo mon rouge à lèvres, uniquement mon rouge à lèvres. Je peux aussi prendre, alors si je suis sur le rouge à lèvres, je peux aussi prendre des maquillages qui m'ont inspiré ou des photographes qui m'inspirent, parce que du coup, en fonction de mes valeurs, je partage mon univers, c'est-à-dire que quand on va acheter mon rouge à lèvres, eh ben on saura que moi, quand je vends du rouge à lèvres, je suis aussi sensible par ces photographes ou par ces voyages. Enfin, en fonction de mes valeurs, je vais mettre des photos qui, de temps en temps, vont casser le rythme de mettre en photo que mon rouge à lèvres. Donc, Instagram n'est pas uniquement sur le fait de dire mon activité est visuelle ou pas visuelle. Ça peut être aussi une manière de partager vos convictions, vos valeurs de marque d'une manière différente avec des belles photos. Alors c'est vrai que pour les services intellectuels, c'est un peu plus compliqué parce que, et encore que, vous pouvez peut-être interpeller. Ça demande de réfléchir, pareil, sur quelles sont les valeurs ou votre différenciation et est-ce que ça a du sens. Alors, LinkedIn, c'est effectivement le réseau social incontournable des professionnels. Là, c'est vraiment un outil pour discuter business to business et qui peut servir alors soit à partager votre expertise, hein, soit à rencontrer des fournisseurs, soit à établir des partenariats, soit à trouver des clients. Hein. Si vous êtes dans de la prestation de service, typiquement, ça peut vous permettre effectivement de trouver des clients. En tous les cas, soit aussi, ça vous permet, si vous avez votre page pro, de véhiculer les valeurs de votre entreprise. Et donc, le jour où vous allez recruter, elle peut vous servir à raconter ce qu'est votre entreprise, hein, puisque vous avez la page entreprise qui sert aussi à véhiculer l'image, la marque employeur, comme on dit. Hein. La marque employeur, c'est ce qu'on trouve quand on lit votre page entreprise, où on peut lire vos valeurs, on peut savoir qu'est-ce qu'on va trouver quand on va travailler chez vous, et on peut aussi trouver les nouveautés produits. Bref, on peut animer cette page entreprise. Alors, c'est pas forcément une priorité. C'est vrai quand on crée une entreprise qui fait du produit. Quand on crée une entreprise qui fait du produit, votre envie avec LinkedIn, c'est peut-être de trouver des partenaires, des influenceurs, des fournisseurs, ou voire des prestataires. Hein. C'est sûr que ces réseaux sont complémentaires et vous avez raison, Valérie. Quand on est petit, il ne faut pas essayer de dire je fais tout. Et le propos, c'est de vous aider avec ça à choisir comment je le fais et qu'est-ce qui est la priorité pour faire. Vous avez fait un business plan pour faire croître mon business. C'est quoi la priorité? Parce que ça prend du temps. Alors après, il existe des outils pour poster
d'une manière groupée vos posts, ou bien si vous avez un blog, vous écrivez un très long article, ça peut te faire 3 posts sur votre Facebook, mais faites attention sur c'est quoi l'objectif de mon business, qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent, enfin qu'est-ce qui va me rapporter du consommateur, et c'est là-dessus qu'il faut investir en premier. Et puis enfin, il y a le blog. Et un blog, ça a vocation, je l'avais dit précédemment, de faire de la communication indirecte sur une société ou ses services. Donc, c'est des articles et le but est de positionner votre entreprise comme une entreprise référente. Ok. Donc, c'est un moyen d'améliorer la visibilité de votre entreprise et donc le référencement naturel de votre société. Donc, l'avantage, c'est effectivement, ça aide au référencement naturel parce que vous apparaissez comme un expert pour Google, donc du coup, il va vous faire remonter votre page. La mise en place est rapide et peu coûteuse parce que finalement, c'est vous qui l'écrivez. Et vous pouvez créer une communauté de clients fidèles qui est intéressée par vos articles ou ce que vous racontez sur votre blog, qui en plus peut être lié à votre site commercial. Les inconvénients, c'est que il doit être entretenu. Voilà, il faut régulièrement écrire des articles. Vous pouvez avoir des commentaires, donc il faut les accepter et pouvoir les traiter. Et attention, c'est pas fait pour vendre. On n'est pas là pour faire l'apologie de ces produits ou de ces services, d'une manière indirecte bien sûr, mais on est là d'abord pour mettre en avant l'expertise de la boîte et son savoir-faire. Doit-il parler de nous ou de généralité? Non, c'est pas forcément des généralités, mais ça peut être des articles. Voilà, si vous êtes une société de services dans l'accompagnement des entreprises, vous pouvez très bien faire un sujet sur quand est-ce que vous devez payer vos impôts. Voilà, c'est général, mais ça peut intéresser vos clients. Et parler de vous, c'est pas vous directement, mais parler de votre expertise. Vous partagez votre expertise par le choix des articles que vous communiquez. Voilà, j'espère que c'est clair. Et nous sommes arrivés à la fin de cette web où j'ai mis 1 heure, là où on devait mettre une demi-heure, mais le sujet est assez vaste. Et voilà, j'espère que j'ai répondu ou que vous avez un peu plus de clés de compréhension. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, dans notre blog, on peut mettre des liens qui renvoient à notre site marchand. Bien sûr, surtout, il faut le faire. Oui, c'est un peu dense, mais relisez, je ne sais pas si vous aurez la présentation. Si, c'est prévu. D'accord. Et voilà, ça vous permettra de vous reposer des questions. Ok, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors j'ai regardé, j'ai parcouru au fait le fil des questions et bon, il me semble que vous avez répondu à toutes les questions au fil de l'eau. Bon, oui. Combien faudrait-il gérer de 1 à minima et au rythme de combien de publications par an? C'est pas un nombre de réseaux sociaux qui est important, c'est en fonction de votre cible. Et on dit que pour être dynamique, il faut quand même pouvoir poster. Alors ça dépend de vos métiers là encore, mais il faut au moins poster au minimum 2 fois par mois, au minimum. Mais ça dépend des métiers. Ok, y a-t-il d'autres, avez-vous des sites de blog intéressants? Ça dépend de vos intérêts. Hein. Vous googlisez et vous allez trouver vos blogs qui intéresseront votre profession. Il y en a plein. Les ateliers de mise en pratique, les premières heures de la vie digitale, oui. Bon, écoutez, super, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Merci, bonne journée à tous. Très intéressante, merci, très bonne journée. Et nous, on se retrouve à partir de 16h parce qu'il y a une autre webconférence qui démarre à 16h. Donc, je vous dis à plus tard. Merci Au revoir. Isabelle. Au Au revoir, revoir. à bientôt. Au revoir. Au revoir.